moi, par contre, en ce moment, je suis en train de lire Hijacking Bitcoin de Roger Ver. Et franchement, j'en apprends des vertes et des pas mûres, hein. Je vous le Ah ouais, bah conseille vas-y, est-ce que tu absolument. as deux, trois choses à teaser comme ça là, sur le bouquin? En fait, je prépare une série de vidéos dessus, mais ce qui m'a donné envie de creuser, c'est le fait de dire souvent, et on l'avait évoqué, de dire Bitcoin, 21 millions, immuable, décentralisé, patin couffin, tout le tralala. Et au final, quand tu te rends compte un petit peu comment ça marche, tu vois, avec Bitcoin Core, avec Blockstream, avec Adam Back, avec tous les mecs qui ont les Laser Eyes, tu regardes un peu comment ça s'est passé, comment évoluer le projet, et tu dis, ah ouais, il y a quand même des trucs à dire. C'est peut-être pas si décentralisé que ça. Et au final, bon, il y a une petite partie des développeurs qui a réussi à prendre le lead sur le projet. Et c'est vrai qu'on s'est un peu éloigné de la vision potentielle de Satoshi. Et donc ça, on en parlera beaucoup plus en détail, je pense, dans le futur. Mais on parle toujours de pas avoir surtout des certitudes, des choses comme ça. Mais là, franchement, quand tu regardes l'histoire de Bitcoin, comment ça a évolué et comment tu vois, les développeurs ont dévié un petit peu le projet et avec les problématiques qu'on se retrouve maintenant, notamment en termes de frais, de taille de bloc, de choses comme ça, tu te dis, ah ouais, putain, c'est pas tout blanc, tout noir, tu vois, à chaque fois, il y a le Bitcoin et c'est pas non plus, tu vois, ce qu'on pourrait penser à la base, quoi. Donc, je pense je vous le Non, conseille très fortement. Après, c'est un livre partisan quand même parce que c'est Roger Ver, bon, mais le mec, il a fait Bitcoin Cash, mais c'est pas pour rien non plus qu'ils sont forqués et qu'ils sont partis là-dessus, tu vois. Il y a vraiment des raisons, c'est étayé avec pas mal de sources et de choses comme ça. Donc, franchement, ça change un peu. Il critique pas mal aussi le Bitcoin standard de Safe ou Samad, je ne sais plus comment ça se dit. Mais voilà. Tu vois, ça remet pas mal de questions. Tu as le Bitcoin Maxi. En plus, tu expliques la propagande qui est autour de Bitcoin, tu vois, notamment sur bitcoin.org, toutes les points. Les points principaux, tu as réserve de valeur, c'est pas fait pour faire des transactions rapides, fréquentes, de petits montants. Né, né. ouais, mais en fait, si tu comprends bien le mode de fonctionnement déjà de Bitcoin avec les couches et les différents intervenants, tu t'aperçois qu'effectivement, cette côté totale décentralisation, elle n'est pas forcément existante. Et après, il y a des fois des conflits d'intérêts. Et à chaque mise à jour qu'il y a eu, la récente, il y a eu des espèces de débats qui se sont faits, ce qui est assez sain de se dire, il n'y a quand même pas une personne qui va te trancher. Ouais, Mais au bout du bout, tu as trois parties. Tu as d'un côté les développeurs, de l'autre côté les mineurs et enfin les utilisateurs. S'il y a un des trois parties qui fait blocus, mais quand je dis qui fait blocus, c'est qui fait totalement blocus, qui refuse une mise à jour ou une migration ou une intégration ou une validation de blocs, ça bloque complètement le mode de fonctionnement de Bitcoin. En général, ce qui se passe, c'est que les développeurs sont un peu à l'initiative des mises à jour. Ils vont les proposer, ils vont les intégrer. Déjà, entre eux, en général, c'est un peu bazar, mais il y a quand même ceux de Bitcoin Core qui décident un petit peu d'où ça va. Après, ils vont la soumettre, une fois que les softs ont été mis à jour, ils vont les soumettre aux mineurs qui choisissent de l'intégrer ou non. Mais en général, ils se débrouillent pour qu'il y ait toujours un intérêt économique pour les mineurs d'aller l'intégrer, pour accepter cette mise à jour. Et après, il y a la partie utilisateur qui décide ou non de l'utiliser. Il y a eu plein de mises à jour qui ont été lancées sur Bitcoin qui ont été toujours plus ou moins reléguées. Tu prends le Lightning Network, qui est une invention qui est très intéressante pour le paiement rapide avec des bases de canaux. C'est une solution qui est assez marginale par rapport au réseau Bitcoin traditionnel. Tu prends après là, toutes les innovations qu'il y a eu avec les runes, les Atomicals, les BRC20 et autres. Bah, il y a des choses qui sont plus ou moins éphémères. Et quand tu entends certains développeurs qui te disent, moi, mon objectif, c'est de mettre un maximum de choses sur la blockchain Bitcoin, même si c'est des choses qui ont zéro fondamentaux, qui servent strictement à rien, juste pour voir à quel point on peut tirer la capacité de Bitcoin, tu te dis, heureusement qu'il y a peut-être des mecs qui font un peu garde-fou en face aussi. Tu vois. C'est pour ça Ouais, que je pense que c'est après, intéressant d'avoir cette réflexion, tu vois. ouais, mais après, tu vois, alors je vais peut-être partager l'écran pour notamment Laurent qui est intéressé par le bouquin. Comme ça, vous saurez ce que c'est exactement. Tu me dis quand on le Attends, voit. je vais Parce que le mon mettre anglais, en premier écran. French style, je sais pas si vont bien comprendre. Donc, Zoom un petit peu yep. sur la page. Nickel. Comme ça, il le voit bien, le titre. Donc le livre, c'est Hijacking Bitcoin, donc le fait de prendre contrôle de Bitcoin, l'histoire secrète de BTC, par Roger Ver, entre autres. Et bon, principalement, l'auteur, c'est Roger Ver, donc Bitcoin Jesus. Le mec qui est quand même un des premiers entrepreneurs à avoir travaillé, à monter des entreprises autour de Bitcoin, qui en a fait l'éloge pendant de nombreuses années, et qui après s'en est détourné pour créer Bitcoin Cash à partir de tout ce qu'il raconte en fait dans ce bouquin.
Donc, franchement, c'est une lecture que je vous conseille parce que ça vient un peu casser pas mal de choses qu'on croyait, et notamment, tu vois, sur la partie consensus, tu vois, Mick, que tu évoquais au niveau des développeurs. Tout le monde peut faire une proposition de fork, quelque chose comme ça. Au final, tu te rends compte de comment le projet a été passé. C'est quelque chose d'open source où il y a Satoshi qui a laissé la main, notamment Mike Hearn, et après qui a laissé la main à un autre développeur. Et au final, tu te rends compte que l'actuel Blockstream, donc l'entreprise qui travaille sur Bitcoin Core, ils ont eu des manières d'actuer, tu vois, par rapport à Bitcoin XT, donc des propositions de fork, des propositions d'augmenter la taille des blocs, plein de propositions. Au final, tu te dis que tout le monde peut faire une proposition, mais si ça va pas dans leur sens, au final, ça passe jamais, tu vois. La guerre des blocs, il y a plein de choses qui ont été proposées qui sont jamais passées, et notamment parce que Blockstream, au final, ils ont des intérêts commerciaux à ne pas scaler Bitcoin, parce qu'ils proposent Liquid BTC. Donc, si vous suivez Adam Back, lui, il fait l'apologie de Liquid BTC, et des solutions de seconde couche type Lightning Network qui passent tout par eux, en fait. Au final, Blockstream, ça a été fait comme une for-profit entreprise. Donc, c'est une entreprise pour faire du profit, une entreprise commerciale, et qui vient proposer des solutions de scalabilité à Bitcoin qui, du coup, eux-mêmes ne le rendent pas scalable. Donc, c'est quand même à chaque fois. Puis tu te rends compte aussi parce qu'au final, on n'était pas, enfin, la plupart des gens, et moi le premier, j'étais pas là en 2015-2014 quand tout ça est en train de se passer, un peu la scission de la communauté autour de tout ça. Mais quand tu regardes, parce que ce qui est bien quand même, c'est qu'il y a des sources, il y a des forums, il y a des sites internet, il y a des choses comme ça où ils te disent ce qui est en train de se passer, et tu te rends compte qu'au final, tout dissident, c'est un tout petit groupe de développeurs, ceux qui travaillent sur Bitcoin Core, qui avaient les repository access sur GitHub, donc ils pouvaient pusher le code. Ils ont tout verrouillé, et en plus, ils ont été hyper agressifs par rapport à tous ceux qui voulaient essayer de forker pour apporter leur idée, c'est-à-dire plus de scalabilité sur la couche de base de Bitcoin. Ils ont sorti les infos, par exemple, de bitcoin.org. Ils ont fait des attaques des DOS, des denial of service sur même Coinbase. Des services distribués. Ouais. Le terme exact en français, c'est des services distribués. Mais après, pour compléter ce que tu disais, effectivement, quand tu prends déjà le processus de validation des nouveaux standards avec les BIP, les Bitcoin Improvement Proposal, tu vois déjà qu'il y en a un paquet qui passe à la trappe au fur et à mesure, et qu'il y en a peu qui sont retenus. Tout ça pour dire que sur les dernières innovations, justement, il y avait une question qui avait été levée quand il y a un papier qui est sorti qui s'appelait BitVM, qui permet d'utiliser des opérateurs logiques directement au sein de Bitcoin pour créer des smart contracts, pour la faire vraiment de manière très, très simple. Ils sont aperçus que Satoshi avait verrouillé certaines fonctionnalités du langage, du moins il avait refusé d'utiliser certaines opérations pour éviter d'avoir des problèmes de sécurité, et qu'il y a d'un côté ceux qui disent bah voilà, le code initié par Satoshi, qui est censé être la version la plus pure, doit rester comme elle est et elle doit être maintenue dans cet état-là, avec un certain intérêt derrière. L'histoire de Blockstream, c'est exactement dans ça que ça vient s'intégrer. Et après, tu as les personnes qui essaient d'innover, qui disent OK, on va essayer d'ouvrir, quitte à ce que ça ajoute des risques et potentiellement que ça déstabilise Blockstream. Et comme tu dis, il y a cette espèce de guéguerre d'un côté, les développeurs indépendants, et après le noyau qui essaie de maintenir son emprise en fait dessus. Ouais, c'est pour ça on dit souvent Bitcoin c'est décentralisé, c'est open source. Au final, quand tu regardes au début, oui, mais petit à petit, il y a un petit groupe de développeurs qui a pris le contrôle, notamment du fait de la gouvernance. Et c'est vrai que ça pose pas mal de questions, notamment sur tout ce qui est DAO. On dit c'est décentraliser le projet, mais c'est vrai que du coup, il y a un peu ce côté projet open source, software décentralisé. Du coup, il n'y a pas de gouvernance, c'est un peu anarchique, mais ça manque un petit peu des fois. Il y a quelqu'un qui dit non, là, on arrête les conneries, on va faire ça comme ça, parce qu'au final, s'il faut absolument un consensus pour tout, bah, s'il y a un groupe de personnes comme ça peut être le cas des devs qui ont les accès GitHub, s'ils ne sont pas d'accord, au final, ça ne passera jamais parce qu'il n'y a pas de. Et tu te rends compte qu'au final, le consensus, il était plus du fait d'augmenter les blocs pour pouvoir scaler Bitcoin sur la couche de base, plutôt que de rester à mégabits par bloc pendant des années avec aucune implémentation majeure par rapport à ça, tu vois. Après, ça avait un impact aussi d'augmenter la taille des blocs, c'est-à-dire que tous les nœuds qui étaient sur du matériel de faible puissance, ils allaient sauter. Donc, il y avoir une certaine centralisation. Et quand on parle de décentralisation, il faut vraiment voir l'ensemble des aspects, l'ensemble de la chaîne. Ouais. Et le fait de changer la taille d'un bloc, le fait de changer la rapidité de validation des blocs,
tout ça a un impact en fait qui est majeur sur la décentralisation et sur l'efficacité du réseau. Et donc, c'est pour ça que c'est toujours des sujets qui sont débattus. Mais comme tu le dis, il manque d'une personne qui trancherait un peu le cas de Vitalik en fait sur Ethereum. Quand les gens sont pas contents, Vitalik il tape le poing sur la table, il dit maintenant on fait comme ça. Vous êtes content, vous n'êtes pas content, allez faire des forks, merci, au revoir. Et le projet aujourd'hui, quand tu vois ce qu'il en est, c'est quand même pas une mauvaise chose. Donc des fois, c'est vrai que c'est compliqué d'avoir cet état d'avancement. Laurent qui dit d'autres ouvrages de référence sur Bitcoin, Bitcoin standard et l'élégance du Bitcoin, effectivement. Des bons bouquins de ce côté-là. Golden Game qui dit surtout, ils peuvent pas laisser Satoshi en paix. Oui, bah ça, de toute façon, c'est un peu histoire d'attirer le tout venant. C'est plus vendeur que d'aller parler justement des validations de blocs, de savoir comment ça fonctionne et tout ce qui va avec. Alors que là, il y a un mec inconnu au bataillon ou un groupe de personnes inconnues au bataillon qui ont créé quelque chose Et de moi, j'ai envie de beaucoup faire un petit plus sondage, tu vois, aussi par rapport, convaincu. par rapport à ce que tu viens de dire des nœuds Bitcoin. Mettez dans le chat, parce que toi, Mick, je sais que tu l'as, mettez dans le chat ceux qui font tourner un full node Bitcoin pour valider leur propre transaction. Mettez-le. Pas un nœud mineur, un full node juste pour valider ses propres transactions et vérifier aussi ce qui se passe sur la blockchain. Pas faire du minage, juste de la validation. Mettez dans le chat ceux qui font tourner un full node. Voilà. Juste, on en reparlera peut-être après, mais mettez-le. Et je pense qu'il n'y a pas grand monde. Là, je pense qu'il y a vraiment pas grand monde. Vraiment, parce que quand tu vois le temps que ça prend et autres, et puis surtout, ça rapporte rien. Tu fais ça vraiment pour l'écosystème. Tu pourrais, avec le Lightning, dans les canaux, apporter la liquidité pour essayer de récupérer un petit peu, mais c'est pas rentable, clairement. Anthony Mais qui dit en fait, c'est moi, ça. et après, tout le reste. C'est ça le problème avec les petits blocs, tu vois, par rapport au. C'est vrai qu'il y a tout ce côté de ne pas augmenter la taille des blocs pour pouvoir que tout le monde run son full node. Au final, tu vois, même Satoshi, c'était pas forcément ce qui était prévu. Il avait prévu déjà à la base que ça devrait tourner sur des grosses fermes de minage. Au final, je pense, voilà, il y a peut-être deux personnes, 3 en comptant toi. Mais tu vois, je sais pas combien on est sur Twitter, tu vois, mais on est peut-être 10 fois plus. Donc au final, tu te rends compte qu'il y a même. Attends, Ah non, mais alors, je vais montrer en fait un graphique, et en fait, ça va représenter littéralement ça. C'est le nombre en fait de nodes Bitcoin qui sont accessibles. Voilà. Il y en a un peu moins de 19 000. Sur les 8 dernières années, ça a légèrement augmenté, mais on n'est pas non plus sur. Là, je pense qu'il y a dû avoir un bug de récupération des infos, mais on n'est pas sur des quantités qui sont astronomiques. Quand on voit le nombre de personnes qui utilisent Bitcoin par rapport au nombre de personnes qui ont un nœud, c'est 3 fois rien. Alors là, en non attribué, où il y a une grosse partie, parce qu'ils arrivent, je pense pas, à localiser les IP en question. Mais tu vois, États-Unis, Allemagne, Finlande, France, on a quand même 450 nœuds en France, ce qui est quand même plutôt une bonne chose. Pays-Bas 336, Canada 290, Royaume-Uni 226. Et après, ils mettent autres 2013. Je pense que voilà, les non applicables, c'est juste qu'ils n'arrivent pas à avoir les infos. Mais oui, il y en a très peu par rapport au nombre de personnes qui utilisent Bitcoin. Et tu vois, c'est là où soit on se dit, bah, il n'y a que les personnes qui ont des machines puissantes qui ont le droit de faire tourner un full node. Et peut-être qu'il faut trouver une vraie incitation économique pour les engager. Parce que tu ne fais pas tourner une machine à plusieurs milliers de dollars par mois juste pour la beauté du geste, en fait. Il y a un moment, Bah il oui, faut que c'est ça ça. soit rentable aussi. Soit tu dis, bah, on rend accessible à n'importe qui le fait de pouvoir avoir un nœud. Du coup, il faut avoir certains critères et certains standards, ce qui bloque aussi l'évolution de la blockchain. Mais du coup, n'importe qui peut en avoir un et ça coûte strictement rien de le faire tourner. Bon, je sais pas, un Raspberry qui tourne par mois, ça va me coûter 3 ou 4 euros, un truc comme ça. Donc, tu le prends en compte dans ta facture d'électricité, puis merci, au revoir. Tu vois. Ouais, en vrai, tu n'en as pas besoin au final pour valider tes transactions avec le système qu'il y Non, a. Tu peux avoir en fait ton wallet, ça joue comme un mini nœud. Enfin, c'est pas un full node, mais tu peux valider tes propres transactions et valider qu'elles soient bonnes, tu vois. Et au bah final, après, si on vraiment a tu veux scalé participer à un petit peu le l'écosystème, réseau pour pouvoir dire que tout le monde doit avoir être capable d'avoir un full node chez soi avec du matériel pas trop cher. Mais au final, on se retrouve avec des capacités un peu réduites du fait on a nivelé par le bas. Tu vois. On se dit tout le monde doit pouvoir être capable de le faire tourner un full node. Du coup, on n'augmente pas la taille des blocs. Mais du coup, il n'y a personne qui fait tourner des full nodes non plus. Donc, du coup, c'est un peu. On pénalise tout le c'est monde. Tu là où vois, c'est compliqué. Hein.
C'est là où c'est compliqué, où il y a pas une juste mesure entre les 2. Et aujourd'hui, la plupart des gens font tourner des light nodes. Quand tu as un ledger live, tu fais tourner un light node. Hmm. Tu vas juste faire les interactions, tu vas juste vérifier certains éléments. Mais ouais. Ouais, puis dans le design, c'était pas forcément. Enfin, c'était plutôt bien pensé parce qu'au final, si tu as un réseau et tout le monde est obligé de faire tourner un full node, autant te dire que tu n'aurais pas des, des millions d'utilisateurs comme c'est le cas aujourd'hui, tu vois. Si tu étais obligé d'avoir ton full node pour pouvoir interagir avec la blockchain, bon, Question d'Anthony qui est très intéressante. Pourrait-il y avoir plus de 21 millions de bitcoins si la commu se met d'accord? carrément. Mais Bah, ça déjà, impliquerait qu'au effectivement, final. si la commu se met d'accord, les développeurs se mettent d'accord et les mineurs, oui. Et ça a failli déjà arriver plusieurs fois sur des cas de bugs dans le code. Donc, même sans parler de tout le monde se met d'accord, si jamais il y a un bug comme il y a pu avoir dans le passé, ça pourrait arriver. Ouais, puis après, c'est vrai que ça demanderait un consensus énorme, ce qui n'est pas arrivé, tu vois, même pour la taille des blocs. Il y avait un gros consensus pour augmenter la taille des blocs et Bitcoin Core a fait, enfin, les devs de Bitcoin Core ont fait obstacle, mais potentiellement, oui. C'est-à-dire, c'est un cas très théorique où il y a quelqu'un qui fait une proposition, alors directement Bitcoin Core ou un dev indépendant qui fait une proposition de forker Bitcoin. Donc, s'il y a quelqu'un qui écrit le software, qu'il est pushé au niveau des validateurs et qu'il y a une majorité qui l'adopte, c'est-à-dire, je crois que c'est plus de 75% des validateurs qui implémentent ce nouveau code avec du coup une nouvelle limite de Bitcoin, peut-être 30 millions, 40 millions, et la majorité au final du réseau et de ceux qui font tourner le software Bitcoin implémentent cette mise à jour, ben, ça va faire une hard fork et du coup, ça va être la nouvelle chain avec le plus de consensus qui va être considérée comme le vrai Bitcoin. Et du coup, tu vas forker et tu auras un nouveau projet qui continuera de s'appeler Bitcoin, mais tu auras une nouvelle limite de coin. C'est pas le plus probable, on est d'accord. Mais théoriquement, ça pourrait arriver. Donc c'est vrai que la 21 millions gravés dans le marbre, c'est pas forcément vrai non plus parce que ça pourrait potentiellement changer, même si ça a très peu de chances d'arriver encore une fois.